Je pense que nos auditeurs, nos viewers vont être quand même ravis d'avoir à peu près une parole sensée le matin, puisque les matinales en ce moment dans ce pays, c'est pas trop ça. Pour nous détendre tous et toutes, parce qu'après, j'aurai pas l'occasion de le remettre, je vais vous mettre mon jingle, parce que vraiment, après, les sujets sont trop lourds pour que je mette le jingle. La base, c'est l'émission de la Nouvelle France. Émission de la Nouvelle France. Un tout nouveau format. Pour dire des bêtises. Écoutons Madame Chic. Et donc, merci Pascal Pro pour la pub. Voilà. Alors, Nadège, on a pu entendre Macron dernièrement réaffirmer le fameux droit d'Israël à se défendre, droit qui constitue peut-être une justification à tout et n'importe quoi, à l'innommable. Je vais te faire écouter la déclaration d'Emmanuel Macron. Donc, il a dit ça à propos post-bombardement Iran-Israël. Et tu vas nous faire une petite analyse sur cet élément de langage. Je l'ai souvent répété, Israël a le droit, comme chaque peuple, de vivre délivré de l'angoisse de l'anéantissement, du risque de l'attaque et de la menace du terrorisme. Nous restons attachés à cette exigence pour la sécurité d'Israël. Je l'ai réaffirmé ce matin au Premier ministre Benjamin Netanyahou. Alors, sur cette position de Macron qui constamment presque justifie toutes les actions de Benjamin Netanyahou par ce fameux droit d'Israël à se défendre, qu'est-ce qu'on en pense, nous, à la France insoumise? D'abord, nous, à la France insoumise, on se réfère toujours au droit international, même si le droit international est imparfait. Le droit international est né, en tout cas celui d'aujourd'hui, est né après la Seconde Guerre mondiale, avec des vainqueurs et des vaincus, dans une époque coloniale. Donc c'est déjà, en vérité, même le droit international est imparfait, c'est la loi du plus fort. Mais il y a quand même des régulations. Et en fait, le droit de se défendre d'Israël est invoqué alors que c'est Israël qui a attaqué en premier. Et quel que soit ce qu'on pense du régime iranien, le régime iranien n'est pas notre ami, le régime iranien est une théocratie de droit divin, autoritaire, totalitaire, anti-femme, anti-droit. Exact. Mais en revanche, c'est l'Iran qui a été attaqué. Et en fait, avec Israël, quoi que fasse Israël, on a toujours ce même argument, Israël a le droit de se défendre. Sauf que là, il y a quelque chose qui est fondamentalement dangereux dans ce que fait Emmanuel Macron. C'est d'abord le droit international, je viens de le dire, il le piétine, puisque en fait le droit international parle de légitime défense, pas de légitime attaque. Et le droit international le dit, quels que soient les régimes, en réalité. La Russie a envahi l'Ukraine, l'Ukraine a le droit de se défendre. Voilà. Là, on n'est pas dans cette situation. On met en place une espèce de théorie de guerre préventive, puisque là, ce qu'a dit Emmanuel Macron, c'est qu'Israël avait le droit de se défendre. Il sait qu'il a tort. Donc il parle de risque d'attaque, de risque terroriste. Et c'est un peu les arguments systématiques opposés par tous ces gens qui finalement théorisent la guerre de civilisation, tous ces gens qu'on appelle un peu, qui font partie de cet arc néoconservateur, qui parlent de guerre de civilisation et de régimes idéaux étant des régimes libéraux avec domination de la loi du plus fort. Et évidemment, les civilisations, les barbares, les musulmans, les pays africains, etc. Donc quand ils parlent de risque d'attaque, c'est ça. Or, il n'y a pas de guerre préventive dans le droit international. À ce compte-là, on pourrait imaginer que peut-être que la Corée du Sud va attaquer la Corée du Nord. À ce compte-là, on légitime la guerre Pakistan-Inde. C'est pas ça, en fait. Et enfin, la question du risque terroriste. D'abord, le risque terroriste, le risque de guerre existe de manière disséminée partout dans le Proche et dans le Moyen-Orient. Mais par ailleurs, on en vient aussi à cet arc néoconservateur qui prend le risque terroriste comme prétexte pour tout. Et c'est pas seulement Israël, c'est à chaque fois qu'on voit des régimes autoritaires. Bien, je me souviens il y a quelques années, par exemple, ça n'a rien à voir, mais par exemple le Sénégal qualifier de terroristes les opposants, c'est un réflexe systématique. Donc là, il y a une rupture avec le droit international de Macron, mais il y a même une rupture avec la doctrine française. C'est-à-dire que le général de Gaulle disait, à juste titre, en lien aussi avec le droit international, qu'il n'allait pas défendre celui qui avait attaqué. Et là, c'est Israël qui a attaqué. On est dans un vrai retournement des choses et ce soutien inconditionnel à Israël qui continue.
Sur justement cette analyse, on est bien seul, j'ai l'impression, à l'avoir, à continuer de prôner l'exigence de respecter les normes internationales. Euh, sur les bancs de l'Assemblée, est-ce qu'on a des soutiens réellement quand on porte cette voix encore aujourd'hui? C'est très compliqué parce que la réalité, c'est que ce soutien inconditionnel à Israël, en réalité, il traduit le fait qu'a été intégré pour beaucoup de politiques la loi du plus fort. Et la loi du plus fort, elle est concomitante, elle correspond à l'esprit du libéralisme. En réalité, ce n'est qu'une traduction géopolitique de l'esprit du libéralisme, la loi du plus fort, la loi des alliés. Et puis, il faut aussi le dire, il y a quand même dans cette loi du plus fort des relents colonialistes. C'est-à-dire que pour beaucoup, on considère qu'Israël, dans cette région, est un peu le phare, la place avancée finalement d'un Occident qui a dans son histoire, dans son ADN, le colonialisme et la loi du plus fort. Donc il y a ça, et puis il y a vraiment cette considération selon laquelle les Arabes, et là aujourd'hui les Perses, ça ne vaut pas un Européen et ça ne vaut pas un Israélien. Alors, sur les bancs de l'Assemblée, concernant la question iranienne, on va voir, la semaine commence. Il va y avoir demain la séance de questions au gouvernement. Mais en tout cas, dans notre camp politique, pour l'instant, je n'ai pas trouvé qu'il y avait des condamnations très fermes à l'égard d'Israël. On est un peu isolé, ouais, comme souvent. Daniel Obono, il y a quelques semaines, nous disait sur cette matinale justement que la France aurait potentiellement des comptes à rendre via le biais de l'inaction d'Emmanuel Macron, pour ne pas dire le soutien qu'il apporte à Israël dans ce contexte d'escalade constante. Est-ce que ça, c'est un scénario envisageable d'ici quelques années, de se retrouver avec... Alors, c'est un scénario envisageable, et notamment dans l'affaire iranienne, je pense que c'est un scénario envisageable parce qu'il y a les déclarations du président Macron, puis après, il y a les actes. À ce stade, la France n'a pas engagé ses moyens militaires en défense à Israël. Parce que tout ce qui se passe du point de vue des entorses du droit international est passible de poursuites. D'abord, la France, normalement, est signataire d'un certain nombre de traités, et notamment le traité sur la prévention des génocides. On pourrait très bien être mis en cause. Si par ailleurs il y a des actions au niveau international concernant ce qui se passe entre Israël et l'Iran, et si la France participe de cette riposte israélienne qui n'est autre qu'en réalité une guerre préventive, bah voilà, on est pieds poiliers. Et par ailleurs, il faut toujours rappeler que la France fait partie des 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU, qu'à ce titre, nous avons des responsabilités. Et notre responsabilité aujourd'hui, c'est d'appeler à la désescalade, ce que ne font ni le président Macron, ni les ministres des Affaires étrangères. Et en fait, pour observer ce qui se passe dans le monde, il faut quand même réaliser que la France est en train de perdre du crédit à vitesse grand V. C'est-à-dire que si on écoute ce que dit le président Macron aujourd'hui, et si on écoute ceux qui défendent cette position, à savoir Israël a le droit de se défendre, c'est une défense et non pas une attaque. Et ce qu'ils disent, c'est celles et ceux qui ne sont pas sur cette position soutiennent l'Iran. Bah, ça veut dire qu'en 2003, quand Dominique de Villepin a dit non, nous ne participerons pas, nous ne donnerons pas notre accord pour envahir l'Irak, est-ce qu'en 2003, Dominique de Villepin soutenait l'Irak? La réponse est non. Donc aujourd'hui, on a même une régression dans l'analyse des questions géopolitiques et une régression dans ce qu'est la conception de ce que devrait être la France au niveau international. Notre pays est abaissé. Et justement, sur le rôle des États-Unis dans ces multiples conflits, déjà, qu'est-ce que tu peux nous en dire de ce rôle que joue l'administration Trump notamment? Et est-on aujourd'hui aspiré diplomatiquement par des grandes puissances qui n'ont pas les mêmes lignes pourtant diplomatiques historiques que nous? Bah, on est aspiré parce que, par exemple, sur ce qui se passe en Iran, ce qu'a fait Israël contre l'Iran, en fait, Israël se permet ça parce que les États-Unis, d'abord, de leur côté, ont unilatéralement mis un terme
aux discussions entre l'Iran et l'AIEA. Il devait y avoir une discussion après les attaques israéliennes. Il y a vraiment ce Trump qui revient sur l'analyse de l'axe du mal. Et donc, du coup, Trump revient sur cette analyse de l'axe du mal, avec en plus, de manière orthogonale, un certain nombre de contrôles, y compris américains, qui disent que, oui, en fait, l'Iran n'est pas du tout en mesure aujourd'hui de mettre en place la bombe. Donc, Trump, Netanyahou, et finalement, la France suit. En fait, la France suit. Et la réalité, c'est que la France suit quoi? Ce que je disais au début. Trump, c'est la loi du plus fort. Et qui va retenter, à mon avis, en plus, de mettre en place une escalade face à la Chine. Et la France, face à Israël, pareil, validation de la loi du plus fort. Et je le dis, en fait, on est dans une forme de régression, c'est-à-dire qu'on a en réalité, depuis plusieurs décennies, la diplomatie française qui est quand même atlantiste, alignée sur les États-Unis. On va dire, depuis Nicolas Sarkozy, ça s'est intensifié. Mais je me demande même si Nicolas Sarkozy aurait été dans cette position. En fait, là, on est dans une situation où on n'est même plus dans une conception de parapluie américain. Mais là, on est vraiment, je trouve que on est à la ramasse, on est les caniches des États-Unis. Je veux dire, on le disait pour beaucoup moins que ça à l'époque de Nicolas Sarkozy. Là, cette expression, les caniches des États-Unis, c'est ce que disait le Parti socialiste au sujet de Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, tout s'est décalé, c'est-à-dire que même le Parti socialiste aujourd'hui est toujours dans un atlantisme avéré et n'est pas dans une dénonciation de l'orientation de notre diplomatie. On est les seuls. On aurait pu compter sur une partie de la droite qui était quand même assez regardante sur ce que faisait la France au niveau international, sur une doctrine gaullienne, et ça n'existe quasiment plus. Sur justement cet affaissement total de notre position à l'international. Euh, Quand du coup Emmanuel Macron fait des sommets, organise des sommets, tient des conférences, est-ce qu'en fait il ne s'écoute pas lui-même? Est-ce que réellement ses habituels interlocuteurs, Trump, Benjamin Netanyahou, ou même Poutine, qui de loin doit certainement suivre les déclarations de la France, est-ce que du coup on est encore écouté ou est-ce que Déjà, je finalement... pense qu'on n'est pas écouté. Il y a 145 pays qui vont reconnaître l'État de Palestine, par exemple. La France a avancé pour dire que c'était envisageable, puis maintenant recule. Donc face à 145 pays, la France se ridiculise. Les conférences organisées par Emmanuel Macron, il y en a plein, hein. Il y en avait déjà eu il y a 1 an et demi concernant en quelque sorte la potentielle réforme des institutions internationales, FMI, Fonds monétaire international, Banque mondiale. Voilà, qu'est-ce que le multilatéralisme? Ça n'a rien donné. Et en fait, cette conférence était importante parce D'accord. que ça parlait des questions économiques mondiales, mais en fait, elles sont liées aux institutions multilatérales aussi de la paix. Donc, ça ne sert à rien. Macron ne sert à rien. En fait, là, c'est de la communication. Il y a parfois de temps en temps, il y a eu une conférence humanitaire, mais ça n'a rien donné. Et puis même lui-même, en fait, il met en scène lui-même sa propre déchéance, puisque dans un premier temps, il dit qu'il va reconnaître l'État de Palestine, quand, au gré des De coups de soubresauts, fil, voilà, ouais. de coups de fil, ou bien alors au gré une tribune d'artistes, voilà, là, peut-être que moralement, et puis voilà, c'est plus trop clinquant de soutenir Netanyahou à un moment donné, et puis après on recule. Donc déjà, c'est erratique, c'est une diplomatie erratique qui n'est pas prise au sérieux. Quand 145 pays déclarent qu'ils vont reconnaître l'État de Palestine et que la France ne le fait pas, je crois, les 2 tiers, voire peut-être même plus, des Nations Unies. Donc là, on est complètement à la ramasse. Macron fait au niveau international comme il fait au niveau intérieur, c'est-à-dire beaucoup de communication, peu d'efficacité, mais toujours au service des puissants. Complètement. Quelqu'un dans le chat pose une question qui est de dire, le souci, j'ai l'impression, c'est que l'ONU n'est plus du tout respectée. Est-ce que c'est le cas? Et est-ce que la France, par tout ce qu'on a pu dire là sur Emmanuel Macron, joue un rôle si c'est le cas? L'ONU n'est plus du tout respectée, c'est vrai.
D'ailleurs, en tout cas, concernant Israël, et toutes les résolutions des Nations Unies qui ne sont pas Malheureusement, respectées, voilà, ça remplit les placards. Mais, comme je le dis, il y a quand même quelque chose. Et en fait, je me dis que ça ne sert à rien quand on est la France et quand on est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est-à-dire un des 5 pays avec la Chine, complètement. avec la Russie, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. Je répète, institutions et organisations quand même issues de la Seconde Guerre mondiale, avec évidemment la loi des grandes puissances. Ça ne sert à rien, si on est membre des 5, de ne rien dire, de ne rien faire. En fait, il y a une sous-estimation de notre capacité à agir. Si la France parle, si la France agit, ça a un impact considérable. Considérable. Je rappelle que la France est une ancienne puissance coloniale. Ça La me fait France souvenir de a ça, oui. une surface, de par sa langue, qui fait qu'elle l'est écoutée, elle pourrait l'être. La France a une histoire. Alors, une histoire avec des zones d'ombre très fortes, très longues. Mais la France peut, en fait, je veux dire, à un moment donné, moi-même, si j'étais, cyniquement, en fait, cyniquement, si j'étais Macron, vu l'échec de ses politiques économiques et sociales, je me referais la cerise sur les questions internationales. J'essaierais de terminer mon mandat un petit peu en héros. Regardez, je suis désolée, mais Dominique de Villepin, qui a été Premier ministre de la France, ministre des Affaires étrangères, qui n'a jamais réussi à se présenter à une élection présidentielle, est entré dans l'histoire des Nations Unies avec le discours de 2003 contre la guerre en Irak. Et nous avions raison, compte tenu de ce qui s'est passé après. Donc, Emmanuel Macron gâche la France. Il gâche nos possibilités et franchement, il fait honte. Et justement, pour revenir sur l'ONU, tu parlais il y a quelques minutes là, du passé colonial de la France, qui est à étendre, hein, parce que le passé colonial dans les pays de l'Occident, c'est quand même c'est lourd. Est-ce que l'ONU, en fait, est un organe aussi qui doit se repenser parce que c'est 5 pays membres permanents, c'est ça, ne, Membre du compre- Conseil de sécurité. Ouais. ne, ne comprennent aucun pays du Sud. Ben ça, en fait, c'est vraiment, concernant cette réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, c'est l'Arlésienne. C'est-à-dire qu'il y a toujours beaucoup de scénarios qui sont inapplicables et qui, en vérité, en fait, il y a des scénarios européens. C'est-à-dire que parfois, certains disent qu'il faudrait qu'il y ait un pays africain. Mais lequel? D'autres qui disent qu'il faudrait un siège africain, donc genre comme si les pays africains n'avaient pas leur propre souveraineté. Les pays africains eux-mêmes, pourquoi faire? Les pays asiatiques aussi, enfin, peut-être que l'Inde, alors le régime de Modi, ce qu'il est, mais l'Inde aujourd'hui, c'est quand même, ça compte. Et donc, Exactement. moi j'ai le sentiment on a renoncé à ça. Parce qu'en fait, de toute façon, le problème du Conseil de sécurité des Nations Unies, le problème de l'ONU, c'est que le système onusien, c'est pas seulement un système de sécurité collective, c'est aussi un système de gestion économique et commerciale du monde. Et ces deux-là sont imbriqués. Donc, tant qu'il y a le Fonds monétaire international et la Banque mondiale qui sont là pour imposer un certain nombre de politiques économiques au pays, c'est-à-dire moins de services de l'État, des privatisations, des accords commerciaux privilégiés avec certains pays. Donc tout ça va ensemble. Pour moi, à ce stade, c'est irréformable. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour contourner ce système onusien et le système de Bretton Woods, donc c'est les organisations multilatérales économiques, bah, il se crée par exemple des choses comme les BRICS. Les BRICS, c'est un système de contournement. Et les BRICS, aujourd'hui, c'est en termes de poids économique, c'est quasiment le G7. En termes de population, à partir du moment où il y a l'Inde, que le Nigeria est observateur, qu'il y a le Brésil, l'Afrique du Sud, la Chine, c'est conséquent. Voilà. Et en plus, ils sont en train de réfléchir à une espèce de banque des BRICS. Et une banque des BRICS, ça veut dire qu'on sort du dollar. Donc, moi, je pense que tant qu'on ne décolonisera pas les institutions internationales onusiennes, bah, il va se passer des choses en dehors de l'Occident, avec des régimes desquels on est coupé, des régimes qui ne sont pas non plus totalement tous bien regardants du point de vue des droits de l'homme,
mais de toute façon avec lesquels on entretient des relations diplomatiques. Et en fait, on n'est pas là. Et justement, pour continuer dans cette politique catastrophique sur la scène internationale d'Emmanuel Macron, on a aussi ces ministres qui sont vraiment très limites sur certains sujets et souvent très insultants à l'égard des pays du Sud. Est-ce que ça risque pas donc à terme de nous isoler complètement? Mais en fait, le problème, c'est que, bon, alors, nous, on est français, je suis désolée parce que, du coup, ce que je veux dire, ça pourrait être qualifié d'antipatriotique. Mais en fait, je suis navrée, on est en 2025. Aujourd'hui, en plus, les politiques racistes du gouvernement font que les gens n'ont pas envie forcément de venir en France. Alors, à chaque fois, on nous parle de c'est quoi leur expression de submersion migratoire? Oui, ah oui, c'est ça, l'expression, Bon, la fameuse submersion migratoire, pardon, mais en fait, les échanges, enfin, euh, l'immigration en France, c'est beaucoup des exilés. Il y a une crise des réfugiés et je suis désolée, ça, on n'y peut rien. Enfin, si, on peut quelque chose. Déjà, accueillir dignement les exilés c'est le résultat de désordres internationaux que, par exemple, la France pourrait régler. Hein. Il y a l'immigration économique, mais elle n'est pas forte. L'essentiel des arrivées en France, c'est les étudiants. Et il y en a de moins en moins. et on a la fuite des cerveaux aussi de Français issus de l'immigration qui se En barrent à fait, bac+5 parce que le racisme est mais irrespirable non, dans en ce fait, je pays. sais pas, les gens n'ont plus envie de venir en France. La France ne donne plus envie. La France n'est plus désirable aujourd'hui. Et je suis désolée, hein, il va falloir un petit peu se pencher sur le sujet sérieusement. Parce que là, on fait comme si on était toujours attractif. Aujourd'hui, la France n'est pas vue comme le monde des possibles, n'est pas vue comme désirable. Sa politique raciste, la répression politique, les tensions, la mise à mal des libertés publiques, on n'est plus dans le risque d'image là. On est dans une image corrompue de la Complètement. France. Et donc, les déclarations de ces ministres, Dieu merci, tout le monde ne les connaît pas. Mais sauf que les déclarations du ministre de l'Intérieur, qui aujourd'hui, on a l'impression que c'est lui, en fait, le chef du gouvernement, Complètement. enfin, ça. Enfin, Oui, quand il insulte notamment l'Algérie, je pense et qu'on... en plus, c'est une espèce de forme de réaction ringarde. C'est même pas. Enfin, je veux dire, c'est ringard, c'est vieille France, c'est réactionnaire, c'est le Retailleau, c'est vraiment le vieux cateau moisi. Là, pour le coup, alors, Moi aussi. et là où il est dangereux. Non, mais parce que là où il est dangereux, c'est que lui, pour le coup, il est vraiment dans une guerre de civilisation. Ah oui, Lui, il oui, croit à ce qu'il dit. Parce qu'il y en a certains qui sont. Tu sens que ils disent ça c'est de la aujourd'hui. posture Ils pourraient électoraliste. dire autre chose le lendemain. Ils sont cyniques. Il y a du cynisme qui vraiment surfe sur le politique réactionnaire. Et puis il y a ceux qui croient vraiment comme Retailleau, et puis il y a ceux qui croient vraiment comme Bolloré ou Stérin, qui appuient ces politiques-là, parce que pour eux, comme évidemment le racisme et les politiques réactionnaires vont bien avec ce qu'ils veulent mettre en place, puisqu'il faut expliquer qu'on ne peut rien partager, qu'on ne peut pas partager les richesses, et donc on fabrique des ennemis de l'intérieur, on fabrique des parasites. Et ça Ça, se Retailleau est solde dedans. aujourd'hui par des meurtres racistes qui sont de plus en plus Bah nombreux. oui, en fait, enfin, les mots ont un sens et les mots ont des conséquences. Enfin, ça fait, enfin, moi, je suis un peu plus âgée que la plupart des auditeurs, j'imagine, mais moi, j'ai connu une époque très petite, euh, dans les années 80, il y avait des crimes racistes comme ça, en fait. Il y avait des crimes racistes comme ça. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'était née la marche pour l'égalité et contre le racisme. Là, j'ai l'impression qu'on peut être dans ce truc-là. La différence, c'est que, bon, à l'époque, il n'y avait pas autant de chaînes de télévision, peut-être que on en parlait, mais là, en fait, les crimes racistes, aujourd'hui, ça passe comme ça, hein, ça passe comme une lettre à la poste. D'ailleurs, le motif raciste de crime Beaucoup de mal à être retenu, oui. a beaucoup de mal à être retenu. Ça fait pas la une des médias. Il y a une banalisation. Je trouve que là, on est dans un climat euh, hyper dangereux. Et le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'alliés. C'est ça la difficulté. Et le problème, c'est que les gens ne comptent que sur nous. Moi, des fois, je reçois des messages de gens qui nous disent, écoutez, heureusement que vous êtes là. J'ai rien à vous demander, parce que souvent, quand on est parlementaire, on a des sollicitations, mais j'ai rien à vous demander. Je veux vous dire, je compte sur vous. Heureusement que vous êtes là. On souffre. Il y a des millions de gens qui souffrent aujourd'hui dans ce pays.
Enfin, le racisme, c'est des mots qui tuent, c'est des mots qui font souffrir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'imagine une femme voilée, seule, dans certains endroits, certaines rues, elle doit avoir peur. Même accompagnée d'ailleurs. Maintenant, ils ne se cachent Il y plus. a... On a vu des vidéos de jeunes femmes qui se faisaient cracher Non, dessus. mais je veux Euh, dire, il y a une Banalisation tension, il y a une totale. banalisation, il y a une angoisse. Enfin, c'est pas anodin, c'est des gens qui souffrent vraiment, en fait. Les discriminations quotidiennes, plus les insultes quotidiennes, et les gens veulent se casser. Complètement. Et d'ailleurs, comme tu le disais, le traitement médiatique joue beaucoup par un manque de traitement des sujets de meurtres racistes, de discrimination, et aussi par une alimentation de la stigmatisation et de la Mais discrimination. moi, j'ai entendu le truc, Jérôme Guedj, là, qui nous insulte, là, qui nous explique que Jean-Luc Mélenchon est un salopard antisémite. Soit dit en passant, ceux-là même qui parlent de brutalisation de la vie politique, hein. Donc ça, d'abord, c'est pas seulement une attaque envers Jean-Luc Mélenchon, c'est une attaque envers tous les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. C'est évidemment la diffamation des voix en soutien à la Palestine et d'une certaine manière alimenter le racisme ambiant autour de ça. Parce que le même Jérôme Guedj, quand il dit ça, il dit en même temps, c'est le mec qui utilise des termes de l'extrême droite, genre les territoires perdus de la République. Donc en fait, on n'est pas du tout aidé, en plus, par des gens qui se supposaient être nos alliés contre le racisme. Mais Euh, de toute façon, vu comme certaines formations politiques, y compris de gauche, ont été frileuses à assumer le fait qu'il y a un génocide sur la non, bande de mais Gaza. enfin là, on assiste à un retournement de veste en plus qui est assez. Moi, tiens, d'ailleurs, je suis désolée, mais j'en profite pour en parler. Parce que ça, évidemment, les médias ne relèveront pas ce changement de braquet. Mais pendant des mois, d'abord, dès le début de la contre-offensive israélienne, après les attaques terroristes du Hamas, nous avions dit tout de suite qu'il y allait y avoir une riposte disproportionnée. Parce que 10 ans avant, en 2014, il y avait déjà eu des frappes qui ont fait 2000 morts en Palestine. 2000 morts, et je rappelle, je vous invite à chercher sur les réseaux sociaux, il y a eu des images d'Israéliens qui regardaient le spectacle, qui mettaient des chaises pliantes, vous savez, en mode des Quechua pour regarder le En mode spectacle. éclipse lunaire, Voilà. quoi. Donc, nous savions qu'il allait y avoir ça. Nous avons tenu la ligne. Nous avons été accusés d'apologie du terrorisme. Mathilde Panot, président du groupe parlementaire, Rima Hassan, Jérôme Guedj a participé à faire en sorte de faire interdire des réunions sur le sujet. Carole Delga voulait interdire les manifestations. Boris Vallaud, François Hollande nous ont indiqué que les victimes palestiniennes civiles n'étaient pas de même nature que les victimes israéliennes. Donc il y a eu tout ça. Et pendant tout ce temps-là, pendant qu'on on a reçu des sauts de merde diffamatoires, en étant accusés d'électoralisme. Comme si, en fait, recevoir matin, midi et soir des tonneaux de merde je suis désolée, je suis vulgaire, mais c'est Bah ça, en après, fait, c'est qu'on a reçu. difficile de qualifier ça On autrement. a Il n'y a reçu, pas on vraiment a de... reçu des sauts de merde matin, midi et soir. Ces gens-là étaient cachés. Ces gens-là ont même, pour la plupart, participé à notre ostracisation en participant à ce discours disant que le soutien à la Palestine relevait de l'électoralisme. Il faut sous-titrer ce que ça veut dire. Ça veut dire que, en gros, ça n'intéresse que les Noirs et les Arabes de banlieue. Oui, c'est une logique raciste. C'est raciste. Et par ailleurs, je ne vois pas en fait ce que ça rapporte électoralement de se faire traiter d'antisémite et de se faire malmener sur les plateaux télé avec des interviews qui sont des gardes à vue à chaque fois systématiquement. Aujourd'hui, à quoi on assiste? Un retournement. Alors, d'abord, il y a la question morale, parce que là, on arrive à un point où je pense que c'est impossible de nier qu'il y a un génocide, qu'il y a beaucoup de spécialistes, d'ONG, Affirmé d'historiens, par les instances internationales. Bon, ça fait que c'est beaucoup. un génocide. Et qu'est-ce qu'on assiste à quoi? Alors, j'ai vu le maire de Saint-Denis mettre un drapeau de la Palestine sur le fronton de sa mairie. J'ai vu, je parle de la Seine-Saint-Denis parce que je suis élu en Seine-Saint-Denis, j'ai vu un candidat socialiste à Noisy-le-Grand faire une vidéo pour dire qu'il allait aller en Palestine, sachant qu'il allait se faire retirer le visa. C'est lui-là même qui participait à accuser Thomas Porte d'antisémitisme. D'accord. Je vois Stéphane Troussel, le président du conseil départemental, qui ne va pas accueillir le président au Bourget. Mais parce que, vous comprenez, les accords... nous aussi,
on dénonce ça. Mais ça, on nous dénonce depuis très longtemps. Donc tous ces socialistes aujourd'hui, qui nous ont traités d'électoralistes, aujourd'hui, ils font quoi? À votre avis, c'est pourquoi? Il y a bientôt des élections municipales. Après, je pense très honnêtement que cette bataille-là, ils l'ont perdue. Cette bataille-là, ils ont perdu. Mais en fait, moi, je veux juste te dire à ceux qui nous écoutent. Oui, justice. Voilà, en fait. Cet argument de l'électoralisme a été infâme. Et les vrais électoralistes, ce sont ceux qui, hier, se taisaient sur la Palestine et qui, aujourd'hui, veulent instrumentaliser ça. Vous allez voir dans les mois à venir, là, dans toutes les villes, là. Même les pires, comment il s'appelle, le maire de Montpellier, là Delafosse, monsieur Delafosse. Vous allez voir, il va faire des grandes marches pour la Palestine. Hein. Ça n'étonnera personne. Hein. Je pense que dans le chat, visiblement... Merci Nadège en majuscule. Les gens avaient besoin d'entendre mais parce que c'est comme le rappel des faits, je pense. Et non, mais c'est important de le dire. C'est important de le dire. Il faut le répéter et le dire tout le temps, partout, dans toutes vos villes. En fait, ce sont des imposteurs et ils ont participé à notre humiliation publique. Et moi, si ça peut te faire plaisir, moi en tant que jeune, je pense que le Parti socialiste est mort. Voilà. Je ne vois pas de jeunes. Moi, je ne souhaite pas que ce soit mort, en vérité. Je dis pas ça parce que j'en viens. Mais en fait, en réalité, on n'est pas... on ne peut pas se permettre non plus d'avoir des partis de gauche faibles. Mais j'aimerais qu'ils soient conséquents. En tout cas, là, en l'état, oui, c'est cuit. Moi, j'aimerais qu'ils soient conséquents parce que, en fait, surtout sur certaines questions. Moi, après, sur le reste, si on a des désaccords sur, je sais pas, parce que les désaccords qu'on a, par exemple, à l'Assemblée, c'est nous, on est pour voter contre, eux, ils sont pour s'abstenir. Voilà. Sur certains textes. Par exemple, la motion de censure sur la loi anti-pesticides, la loi pesticides, on l'appelait comme ça, la loi du plomb. Et la motion de censure, ils l'ont pas votée. Ils ont fait une grande intervention pour dire que c'était pas bien. Et à la fin, ils n'ont pas voté la motion de censure. Donc voilà les désaccords qu'on a, stratégiques, etc. Et bon, en fait, eux, ils veulent pas trop bousculer les choses. Mais après, moi, là où je suis très en colère, c'est que là, on est, concernant la Palestine, sur des fondamentaux humanistes, anticolonialistes. Et la dimension anticolonialiste n'est jamais intégrée dans leur discours parce que à chaque fois, leur discours, c'est tout commence le 7 octobre. C'est faux. Justement, c'est le continuum total de ce qu'on disait, le traitement médiatique de la flottille. Et d'ailleurs, on va y revenir, mais on a encore des camarades de l'équipage qui sont toujours détenus par l'armée de Tsahal. Je vais te faire écouter un petit mash-up de ce qu'on peut en entendre dans les médias, et encore une bonne raison d'écouter cette matinale et pas une autre. La croisière ne s'amuse plus, tout simplement. Le spectacle est terminé. Ce n'est pas la croisière s'amuse. Non, c'est la croisière qui ne nous amuse pas. Cette croisière qui, amuse ou exaspère, c'est au choix. C'est une croisière moderne, naturellement. C'est la croisière des selfies. Ça a été désigné ainsi. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. C'est assez bien vu. Oui, c'est une opération de communication. Bon, c'était des séquences Instagram avec des influenceuses très maquillées, très joyeuses, qui vous expliquent apporter pour 30 jours de couches pour quelques familles palestiniennes. Alors Nadège, sur le terme croisière qu'on a pu entendre dans absolument tous les médias, je pense que d'ailleurs ils se sont créés un petit doc. Oui, en fait, ils sont comme marrants, en fait. Il y en a un qui a trouvé une pseudo-punchline, ils sont passés, en fait. C'est les ricanants habituels. Ceux qui considèrent que toute action en soutien au peuple palestinien est risible. De toute façon, ils ne soutenaient déjà pas les Palestiniens, ils n'avaient pas soutenir la flottille. Après, évidemment, ça, c'est les courageux de plateau. Mais moi, j'aimerais dire un truc sur l'aspect communication. Donc, il y a le dénigrement, évidemment. Ça, on est habitué, on n'est pas étonné. Mais il y a aussi l'hypocrisie. Parce que tous ces gens, en fait, qui ricanent, en général, c'est des vieux. Ils ont complètement entre 50 et 60 ans. Donc déjà, ils n'ont pas compris qu'aujourd'hui, quand on fait de la politique, on la fait avec les moyens dont on dispose. Et les moyens dont on dispose, c'est les réseaux sociaux. Ça, c'est la première chose. Donc déjà, ils sont complètement has-been. Et ensuite, ils sont hypocrites parce que ils savent bien ce que c'est que le droit international humanitaire. Ils savent bien que le but de la flottille n'était pas de ravitailler la bande de Gaza. Merci, on n'a pas besoin d'analystes. Voilà, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est d'ouvrir un front. Et le sujet, c'est de visibiliser un scandale humanitaire, moral, politique.
un génocide filmé au XXIe siècle. Donc en fait, évidemment que la flottille, oui, 30 jours de couche, oui, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est pourquoi on fait ça et pour montrer quoi. Et enfin, il faut assumer quelque chose aussi. Et moi, je trouve que peut-être parfois on l'a pas assez dit nous-mêmes, mais en fait, le droit international humanitaire, ça ne marche pas s'il n'y a pas de communication. C'est de la com. C'est totalement de la com. Il faut reprendre un peu ce qui s'est passé en termes de droit international humanitaire pour... Alors, le droit international humanitaire, parfois, ça a mené au droit d'ingérence. Mais le droit international humanitaire, lorsqu'il y a des crises, qu'est-ce qui marche pour que ça fonctionne? Bah, c'est la com. Moi, une des premières actions humanitaires à laquelle j'ai participé, j'étais en école primaire. Ça s'appelait Action École. On devait ramener de la nourriture. Et il y avait des petits clips à la télévision. À l'époque, c'était la télévision. Lorsque Bernard Kouchner va en Somalie, il y va comment? Il va en Somalie, il prend son sac de riz, et puis il est filmé. Mais n'empêche que c'était pour alerter sur la Somalie. Lorsque François Mitterrand, la plus institutionnelle, va à Sarajevo, il va à Sarajevo en 91. Filmé, il donne rendez-vous, il n'allait pas mettre fin à la guerre. C'est de la communication. Le droit international humanitaire, c'est la communication. Et je tiens à dire que les réseaux sociaux, sans les réseaux sociaux, il n'y aurait rien en fait. Ce n'est pas ces gens-là qui auraient diffusé le premier génocide filmé du XXIe siècle. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, ont un pouvoir, ont une force. Et moi, je dis que concernant le droit des Palestiniens, toutes les voix, toutes les formes de mobilisation sont importantes. Et oui, il y a de la com. Et oui, il faut de la com. Et oui, il faut que ce soit aussi attractif pour tout le monde. Et d'ailleurs, sur la fin de l'enregistrement que je t'ai fait écouter, il y a des gens dans le chat que ça a marqué également. On entendait une dame, voilà, chroniqueuse, je ne sais quelle télé, comparer donc Rima Hassan, Greta Thunberg à des influenceuses ultra maquillées sur ce sujet de la misogynie que subissent les femmes. Mais le sexisme. Mais déjà, alors Greta Thunberg a toujours, en fait, elle a toujours été d'abord engagée, mais en même temps dénigrée et tout systématiquement des remarques sur son physique. Rima Hassan, pareil, alors pardon, mais je sais pas, il faudrait qu'elle soit comment, en fait, quelles seraient les normes acceptables pour être crédible. Moi, je pense que Rima Hassan est très crédible, Greta Thunberg est très crédible. Rima Hassan, elle a un niveau que ces gens n'ont pas. C'est une technicienne de son sujet, par ailleurs, notamment, enfin, elle est concernée. Non, mais tu vois, en fait, le problème, c'est qu'il faudrait se justifier de sa légitimité, et tout ça en partant de remarques sur son physique. Donc, en fait, ces gens-là qui sont supposés être la crème du progressisme, ceux qui donnent les bons points, voilà dans quoi les intellectuels. Voilà. Et en fait, je veux dire, même ils parlent des influenceurs qui ne pourraient même pas dire ce qu'ils disent. Donc, à un moment donné, voilà. Mais de toute façon, là pour le coup, on est dans une forme de dénigrement. Là c'est vraiment le plus bas, parce que là, c'est sur le physique, là, c'est misogyne. Mais même hier, moi, j'ai vu Manu Bompard sur les plateaux télé. Le journaliste lui explique que la flottille était illégale parce que c'était dans les eaux israéliennes. On lui dit non. Le gars insiste. Oui, mais quand même, il savait qu'ils allaient se faire arrêter. En fait, pour dire à la fin, ils l'ont bien cherché. Donc, voilà. Donc, d'un côté, on a sur les plateaux un peu sérieux des gens qui ne connaissent pas le droit international, qui prennent tout prétexte pour soutenir Israël et pour dire qu'ils ont bien cherché, que c'est bien fait. Donc on a des compatriotes quand même enfermés, c'est bien fait. Et puis de l'autre côté, ces chroniqueurs, ces journalistes qui ricanent de la vie des Arabes en fait. Complètement. Toujours dans le continuum, hein, parce qu'en fait, un sujet en amène un autre, hein, le racisme à l'international, le racisme au sein de ce pays. Et donc on assiste à un démantèlement de toutes les barricades qui aujourd'hui maintiennent justement une opposition à l'offensive réactionnaire, notamment avec monsieur Bruno Retailleau qui lui est en plein démantèlement de toute la partie humaniste de ce pays, avec la dissolution très récente de la Jeune Garde. Qu'est-ce qu'on en pense? Quels sont nos leviers? Et quelle est la météo à venir, du coup? De toute façon, on en pense qu'il peut faire ce qu'il veut, hein, ça ne va pas se dissoudre. Hein. Ça ne va pas se dissoudre. En fait, il a dissous
la jeune garde telle qu'on la connaît aujourd'hui, en fait, la lutte antiraciste, la lutte antifasciste, ça ne se dissout pas. Donc les gens sont toujours là. Et d'ailleurs, les besoins sont toujours là, puisque la jeune garde, c'est quoi? La jeune garde, c'est de l'auto-organisation face aux violences fascistes, racistes, qui sont, qui se déversent sans que l'État, les institutions ne réagissent. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, on n'est pas en sécurité. Et puis, on laisse parader des milices d'extrême droite. Là, il n'y a pas longtemps, les jeunes militants kurdes ont été attaqués. Les crimes racistes que tu as évoqués. Et puis, la stratégie de Retailleau, c'est de dire que c'est 1 minute pour les juifs et 1 minute pour les nazis. Donc, on dissout la jeune garde. Et en même temps, on dissout un groupuscule, machin, voilà, comme ça, comme il y en a plein. Mais d'abord, donc ça, c'est la première chose, c'est que de toute façon, il peut faire ce qu'il veut. La résistance, l'antiracisme, l'antifascisme, c'est toujours là, et on les soutient. Et je tiens à saluer particulièrement Raphaël Arnaud. D'ailleurs, c'est tellement toujours là que la jeune garde a donné un député, et il y en aura certainement d'autres. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que, y compris nous, tous ces milices fascistes, les dissolutions, c'est un procédé profondément antidémocratique. Si un groupuscule fasciste, si un collectif antiraciste pose problème aux autorités, eh bien, il y a pour ça la justice. La dissolution, c'est un procédé autoritaire et antidémocratique sur lequel on est opposé. Parce que, en fait, finalement, c'est une décision politique. Et c'est une décision politique motivée par un objectif. Par le ministre du moment aussi, parce voilà. que le ministre à l'autre. Donc, d'abord, ça peut changer. Donc, il n'y a pas de doctrine particulière. En fait, si. En fait, la doctrine particulière, c'est de mettre sur le même plan la jeune garde et des nazis. Enfin, en gros, c'est ça l'histoire. Et ça participe de la diabolisation de notre sphère politique et militante, de mise en parallèle entre nous et les fachos. Alors que c'est nous qui les combattons et qu'aujourd'hui, il y a une espèce de normalisation de cette mise en parallèle. D'ailleurs, ce que fait Retailleau, c'est ce que ont aussi fait un certain nombre de personnes, je le dis, au Parti socialiste. Je pense par exemple à Lamia et la Rage. C'est ce que font beaucoup de gens dans le clan Macron, ce parallèle entre le Rassemblement national et la France insoumise. C'est la même chose, cette dissolution, ça participe de la même stratégie. Tiens, en quelques mots pour ceux qui ne seraient pas convaincus par ça, parce qu'en vrai, il y en a qui se laissent avoir par le jeu médiatique, le jeu politique, de nous mettre sur le même stade, le même niveau que le Rassemblement national. Tu peux expliquer les bases en disant pourquoi on n'a rien à voir, pourquoi on ne peut pas être mis dos à dos avec... Mais en fait, je ne vous cache pas que moi-même, j'ai toujours eu du mal à comprendre ce truc. En fait, l'indécence de cette mise en parallèle. Mais d'abord, cette mise en parallèle, il faut dire qu'elle vient des partis établis. C'est-à-dire que, en fait, nous, la France insoumise, et je te dis, comme je viens du PS, je vois bien, en fait, c'est quoi mentalement qui produit ça. On est pour des gens du Parti socialiste, ou du PC, ou des Verts, quelque chose qu'ils ne veulent pas, qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Voilà. Et qui ne jouent pas les règles de ce qu'on appelle l'ordre établi. On ne joue pas les règles, ces règles-là. Voilà. On ne joue pas ces règles, on ne joue pas ces règles dans la forme, on ne joue pas ces règles sur le fond, et on est vraiment très axé sur les classes populaires, les voix populaires, les voix, enfin, on est les voix de ceux qui n'en ont pas. Et eux, ils ne sont plus là-dedans. Et le Rassemblement national, il est la même chose pour la droite. C'est-à-dire que la droite traditionnelle et la gauche traditionnelle, ils voient la France insoumise et le Rassemblement national comme le grand remplacement. Je reprends volontairement cette expression de merde, mais en fait, ils ont peur d'être submergés. Et donc, du coup, en fait, en vrai, ce truc, ça vient d'eux. Ce truc de mise à dos, ça vient des grands partis traditionnels qui voient la France insoumise, le Rassemblement national, comme des partis un peu qu'ils n'arrivent pas à comprendre, qui captent le vote populaire, qui ont des formes d'organisation et d'expression différentes. Donc, en vrai, il y a quand même une responsabilité de ces grands partis. Déjà, il faut le dire.
Ensuite, on n'a rien à voir. Pourquoi? Parce qu'on ne porte pas là du tout la même chose. Il y a d'un côté le camp du progrès social, le camp de l'humanisme, et de l'autre, le camp du repli, le camp du racisme. Le racisme, c'est quoi? C'est la domination, c'est le rabaissement de certains par rapport à des données biologisantes, culturalisantes, enfin voilà, enfin, la supériorité et l'infériorité des êtres humains. Ça a été créé par des nazis, pardon, enfin des collabos, des nazis en fait, collabos, nazis, voilà. Euh, on n'a absolument rien à voir, et puis on n'a absolument rien à voir dans ce qu'on défend. C'est-à-dire que le Rassemblement national donne l'illusion de défendre les classes populaires juste parce qu'il explique que, à regarder, en fait, tous ces gens-là, ils viennent manger votre pain. La réalité, c'est que ce qu'ils défendent à chaque fois, systématiquement, c'est le grand capital, c'est les intérêts de l'industrie agroalimentaire, de la pétrochimie. Voilà, par exemple, on peut le voir à l'Assemblée, c'est que finalement, lorsqu'il faut vraiment combattre contre la réforme des retraites, ils ne sont pas là. Voilà, donc déjà sur ces questions-là, on n'en a absolument rien à voir. Et fondamentalement, ce qui nous distingue de tous ces gens-là, c'est l'antiracisme. Enfin, c'est des racistes, en fait. Je ne vois pas. Ils sont racistes, pas nous. Au contraire, on est un parti fondamentalement antiraciste. Alors, comme tous les partis de gauche, on a des progrès à faire. Mais en tout cas, voilà, on défend. Oui, le projet politique, c'est pas d'induire la haine des Bah, uns et des autres. je sais pas, le projet politique n'est pas le même. Mais moi, et c'est pour ça que j'ai beaucoup développé là-dessus, je pense que le problème, ça vient surtout du fait que ça a été distillé par les partis établis et par les médias qui sont dans cette même cartographie mentale, en fait. Oui, et puis au final, les médias, ce qui fait quand même qu'ils sont obligés de nous inviter, c'est qu'aujourd'hui, on est les seuls qui tiennent la rhétorique quand on regarde sur un plateau TV. Enfin, on a affaire à un entre-soi, ils sont souvent d'accord entre eux. Mais en fait, en vrai, le truc, c'est que ils sont obligés de nous inviter parce qu'on a fait 22% à la présidentielle. Alors que là, maintenant, ils sont coincés. Parce qu'avant, quand même, parfois, tu tombais sur des rediffusions de je sais pas quelle émission à minuit pour atteindre des quotas. Bon, d'abord, ils sont obligés de nous inviter. Et puis, alors après, les médias, ils sont les médias. Hein. Tu vois quelqu'un de la France Insoumise sur un plateau, ça fait de l'audience, ça fait du clic. Exact. Voilà, ils sont Réel. bons. C'est porte-parole. Et ils sont très bons, nos porte-parole. Écoute, Nadège, moi, je suis très contente de t'avoir reçu ce matin. On a pu, sur une petite heure, ça fait déjà 1 heure qu'on discute, Ah oui, c'est passé vite. voilà, aborder pas mal de sujets. Moi, j'invite le chat à aller pas mal se renseigner sur le site L'Insoumission parce qu'ils font des brèves très intéressantes qui vous changent un peu de l'analyse que vous allez avoir dans les médias trad. Et je vous vois demain matin, parce que demain matin, moi, je reçois un des membres de la flottille. Ah, super, Ouais. lequel? Reva. Ah, le grand blond? Oui, Ah, mais il y a super. 2 grands blonds. Donc Ouais. là, c'est Reva d'ailleurs qui nous vient de Bretagne. Donc je suis très contente. Donc demain, soyez Lundi, nombreux samedi. sur le chat. Je vais vous dire aussi que Nadège, peut-être un jour, se relancerait sur Twitch. Donc n'hésitez pas carrément à lui envoyer des messages sur Instagram Oui, là c'est pour un la peu long, chauffer. En fait, oui, c'est les relations. Mais c'est le à un temps. moment, peut-être que ça se fera. Peut-être que Oui. vous verrez Nadège popper sur Twitch. Et à ce moment-là, il faudra aller lui donner de la force. Nadège, je te remercie d'avoir été avec moi ce Merci à matin. toi. Merci.